Bonjour, je suis Héloïse et dans mes carnets de cheminement, je vous propose de découvrir le parcours de personnes qui n'ont pas choisi leur chemin. Il suffit parfois d'un choc, d'un événement, d'une épreuve pour que tout bascule. Et pourtant, certaines personnes trouvent en elles les ressources, les capacités pour transformer leur trajectoire. Et c'est ces hommes, ces femmes inspirantes que je vous propose de découvrir ici. Alors bienvenue sur mes carnets de cheminement, aujourd'hui en compagnie de Célia. Alors, bonjour Célia. Bonjour Héloïse. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et peux-tu te présenter rapidement en quelques mots? Alors moi je m'appelle Célia Rosello, je suis facilitatrice de mouvement. Mon but c'est d'apporter du jeu, J-E-U dans la vie des gens pour tout simplement retrouver du confort, de la stabilité, de la sécurité pour pouvoir avoir plus de choix au quotidien, plus d'options que ce soit dans leur esprit ou dans leur corps pour mener la vie qu'ils aiment le plus longtemps possible et de la façon la plus écologique et durable possible pour eux. Merci. Alors, tu sais qu'ici, on évoque les parcours de vie, les différents chemins. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Alors moi, ce qui m'est arrivé à 14 ans, alors je reviens un petit peu en arrière, j'ai toujours voulu être danseuse professionnelle. C'est vraiment un rêve qui m'a habité depuis mes 6-7 ans. Les premières émissions de télé que j'ai vues, c'était le Hit Machine ou les années tubes, et je voyais toujours des danseurs derrière les artistes. J'aime la musique, et j'aimais danser, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc à partir de ce moment-là est né le rêve d'être danseuse professionnelle. Je vivais en Auvergne à l'époque, mes parents sont ensuite venus en Sarthe, pas forcément les moyens, la possibilité de me payer une école de danse. Moi derrière, je ne m'identifiais pas aux danseuses qu'il y avait à la télé, qui étaient grandes, les cheveux longs, fines. Moi j'étais plutôt petite, musclée, j'avais pas fait d'école ni quoi que ce soit, donc dès le départ je me disais ok, je pars avec des chances en moins. Ça c'est ce que je me suis raconté. Et à l'âge de 14 ans, commence à se dessiner mon avenir professionnel. C'est à l'époque où on nous demande de faire des choix sur qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut s'inscrire, etc. Je viens d'une famille où c'était important de faire des études, et la danse c'était pas vraiment un métier, j'avais pas d'artiste dans la famille. Donc moi, je décide de passer une audition au conservatoire. Et donc à l'âge de 14 ans, j'ai une audition au conservatoire d'Angers, ça devait être un samedi. Le vendredi, cours de sport, sans longueur. Dernier saut que je dois faire, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit saute pas. Moi, grande têtue que je suis, je n'écoute pas parce que je me dis bon, je vois pas pourquoi je ne sauterai pas. Et là j'arrive dans le sable, le genou reste bloqué dans le sable parce que le sable est trop dur. Grosse entorse du genou, fracture du tibia la veille de l'audition. Donc là, moi, ma vie s'effondre à 14 ans parce que je me dis déjà que je parte avec des chances en moins. Là, je loupe l'audition au conservatoire qui était la dernière que j'avais puisque j'avais échoué à l'autre audition. Donc ça veut dire que derrière, dans ma tête, je pourrais jamais réaliser mon rêve de danseuse. Derrière s'ensuit une convalescence relativement longue. Moi, l'envie de redémarrer très vite. Clairement, je suis au bout du rouleau à 14 ans parce que personne ne comprend ma détresse. Et quand tu parles d'être au bout du rouleau, qu'est-ce qui se passe en toi? C'est quoi tes émotions? Qu'est-ce que tu ressens finalement? Je ressens beaucoup d'injustice. Je me dis, ça fait 2-3 ans que je mets tout là-dedans, que j'ai fait beaucoup de régimes, que je fais beaucoup de danse, que je m'inscris partout là où je peux, que j'essaie de concilier ma vie pro, ma vie perso, donc mes études en collège, mes activités, être au repas de famille. Je suis l'aînée d'une famille, donc aussi tenir ma place d'aînée, montrer l'exemple. Donc beaucoup de pression que je me mets. À ce moment-là, je me demande pourquoi. Pourquoi à moi? Pourquoi la veille de l'audition conservatoire? Pourquoi c'est un aussi gros truc qui m'arrive? Parce qu'une entorse au genou, c'est quand même costaud. J'ai le genou qui est comme ça, je peux plus marcher. Le genou, c'est ce qui porte le corps. Le genou, c'est ce qui porte le corps, clairement. Et je me dis, encore, je me serais fait une entorse au poignet. Mais alors là, le genou pour la danse, je me dis, c'est fini. Donc il y a de l'injustice, il y a de la colère, il y a énormément de tristesse. Issue d'une famille où les émotions, c'est pas trop ça. Et comme beaucoup de familles à l'époque, je pense qu'ils comprennent pas ma détresse. Moi-même, je pense que je la comprends pas. Donc il n'y a pas d'espace pour digérer ce qui est en train de se passer. Et donc je continue d'alimenter et de stocker de la colère, de la tristesse, de la frustration. Et donc moi, mon but, c'est de me venger. Mais de me venger sur mon propre corps, ça n'a aucun sens.
Et donc je me fais opérer. Comme si tu étais coupable finalement. Ben, c'est exactement ça. Alors je me fais pas opérer tout de suite, hein. Je fais une grosse entorse, j'enchaîne les entorses pendant 4-5 ans, jusqu'à l'année de mes 18 ans, où là je me fais une rupture des ligaments croisés. Il faut savoir que les ligaments, une fois qu'ils sont abîmés, jusqu'à un certain stade, si le muscle n'est pas suffisant, ben on enchaîne. Donc là, finalement, tu étais jusqu'au bout de tes capacités au niveau de ton genou. Ah oui, et je suis allée au bout de ma fatigue, c'est-à-dire que je laissais pas de repos, je pensais que j'étais déjà en retard, donc j'ai redoublé d'efforts pour rattraper mon retard, et donc j'ai forcé. À 18 ans, l'année du bac, rupture des ligaments croisés, je dois me faire opérer, donc le bac, pas d'option danse, pas de sport, moi le sport c'est toute ma vie, c'est-à-dire que j'en fais depuis que j'ai 14 ans, j'oscille avec un minimum de 10-15 heures de sport par semaine. Sur les dernières années, là j'avais une 30 heures de sport, de pratique intense par semaine. Et donc là, je me fais opérer. Ma vie s'effondre une deuxième fois. Je passe une semaine à l'hôpital, c'est très douloureux, ma jambe ne répond pas non plus. Et là, je me dis, ça fait déjà 4 ans que j'essaie de revenir à flot, que j'enchaîne avec des petites entorses, et j'essaie de revenir un peu plus forte, et j'y arrive pas. Et là, c'est du désespoir qui s'installe, parce que je me dis, je ne vais jamais m'en sortir. Et je vois mon rêve s'éloigner de plus en plus. Mais je lâche pas parce que j'aime trop ça. Oui, il y a quand même cet entêtement, c'est toujours là, quoi. C'est toujours là malgré moi. Et il y a des fois où je me dis, j'aimerais avoir autre chose en tête parce que c'est trop douloureux de voir ce qui se passe, de me sentir impuissante vis-à-vis de ce qui se passe et d'avoir l'impression que je me bats contre moi-même, mais je me bats dans le vent. Parce que la seule personne que je suis en train de détruire, c'est moi. Donc je me fais opérer une première fois. Mon but c'est de revenir le plus vite possible. Donc 6 mois après, je reviens, je fais une création, je participe à une création où on tombe tout le temps sur les genoux. Et moi je suis contente parce que je montre à mon genou, tu vois que je tiens. Sauf que la réalité c'est que je suis en train de me bousiller le ménisque. Je reprends beaucoup trop vite, j'ai beaucoup de mal à me mettre accroupie. J'ai mal mais je force. Et 2-3 ans après, donc je continue ma vie de danseuse, je commence à donner des cours. 2-3 ans après, mon genou se bloque. Je reste assise, je vois bien que mon genou des fois, j'arrive plus à le tendre. Je me fais des mini-entorses, j'ai des postures qui sont très douloureuses et qui sont traumatiques, qui avant engendraient des entorses, donc j'arrive plus à les faire. Et je suis quand même relativement limitée au niveau du genou. Je vais voir un autre médecin, parce que le spécialiste que je voyais à l'époque, il me dit, il y a un problème de cartilage, vous prenez des cachets, ça ira mieux. Non, le cartilage, ça ne repousse pas, donc plutôt mal aiguillé, mal encadré, à mon sens. Je vais voir un médecin sur Tours, j'avais mon permis, j'y vais toute seule. Je m'attendais à une arthroscopie, et là, le médecin il me dit, il faut tout refaire. Mais alors là, j'ai pleuré comme un enfant qui... Parce qu'en fait, c'était trop. C'était le moment où je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas tout recommencer. Pas tout au pire. Et on sent encore ton émotion. Ah ouais, non, vraiment, ce moment-là, c'est la première vague, c'était la première entorse, mais alors là, la deuxième opération envisagée, moi je me dis, c'est fini, là, je vais pas m'en sortir. Et dans ma tête, il y a tous ces gens-là qui m'ont dit que c'était pas un vrai métier, qu'il fallait que j'arrête, qu'il fallait que je pense à une autre voie, au cas où je pourrais pas être danseuse. En fait, ils ont raison. Et la seule personne à qui je peux en vouloir, c'est moi. Donc là, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Je rentre tant bien que mal chez moi. Et puis après, je planifie tout pour me faire opérer une deuxième fois. Je reste à peine 2 jours à l'hôpital. La seule condition de sortie, c'est si vous levez votre jambe, vous pouvez sortir. Moi, j'étais dans un état de détresse, il fallait que je rentre chez moi, juste pour avoir mon cadre de sécurité. Je rentre chez moi, j'ai que du Codoliprane pour soigner la douleur, c'est un enfer. Ma jambe ne répond plus, c'est-à-dire que je la traîne. Et là, j'ai compris ce que c'était d'avoir qu'une seule jambe qui fonctionne. Donc j'ai compris la chance que j'avais de marcher aussi. Je pense que je vis une réelle dépression pendant plusieurs mois où j'essaie tant bien de mal de rester connectée avec les gens de mon groupe de danse de l'époque. Mais tout s'effondre parce que ma vie tourne autour de la danse. Donc en fait, quand il n'y a plus de danse, moi j'existe plus parce que je n'existais qu'en tant que danseuse. Il faut savoir que j'ai été, et je le suis encore, ça va beaucoup mieux, mais complexée pendant des années. Donc la danse me permettait de maintenir aussi un corps et une esthétique. Donc derrière, c'est je perds mon statut de danseuse. Je perds le corps que j'ai façonné et construit pendant des années. Je peux pas sortir.
j'arrive pas à m'amuser parce qu'en fait c'est trop douloureux d'être avec des gens qui dansent avec de la musique, etc. Je suis en année d'études à l'époque, je suis en fac d'espagnol, là où je suis censée profiter de mes années d'études, d'Erasmus, etc. Bah je peux pas. Et j'ai rien pour évacuer, et j'ai rien pour gérer toute cette émotion-là. Donc en fait, ça s'accumule. Ça s'accumule et pour autant, je tiens parce que j'ai été élevée en faut être forte. Et avec un no pain, no gain. Donc faut tenir. Quoi qu'il arrive, en fait, ce moment-là, c'est soit je tiens, soit je décide de partir. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quand même cette idée qui est en bascule tout de même. Ouais, j'ai vraiment des idées noires à ce moment-là. Mais je le garde pour moi parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace pour aller mal dans la famille dans laquelle je suis. Et vraiment, je leur veux pas aujourd'hui parce que c'est une construction et je pense qu'eux-mêmes n'ont pas eu l'espace pour aller mal. Et donc derrière, ils ne savent pas comment faire non plus pour ça. Et c'est aussi une force que j'ai eue parce que mes parents, et je les remercie pour ça, ils m'ont toujours poussé à me relever. Et je pense que si j'avais pas eu ça, je me serais jamais relevée. Donc heureusement que j'ai eu ça. En fait, ils ont été là d'une autre manière. Finalement. Exactement. Et j'ai converti ces moments-là en force. Parce que je me dis, ouais, c'est vrai que j'aurais eu besoin d'écoute, de réconfort et de tendresse. En tant qu'hypersensible, c'était ultra dur à gérer. Mais à côté de ça, grâce à eux, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je peux mener ma vie d'indépendante et d'artiste. Parce qu'ils m'ont permis de construire une discipline et une détermination et une volonté qui ne tient qu'à moi. Le envers du décor, c'est que je peux m'en vouloir qu'à moi. Et ça, c'est hyper dur à gérer aussi parce que comment on fait pour vivre avec soi et avec la culpabilité qu'on s'est créé tout seul. Je peux même pas m'énerver contre les autres. Et je n'ai pas à me plaindre parce que c'est moi qui l'ai voulu. Et cette colère, elle prend beaucoup de place contre toi? Ouais. Elle se déclenche à travers des troubles du comportement alimentaire, à travers un excès de sport. Tu continues à faire du sport. Qu'est-ce que tu fais du coup? Puisque tu peux plus danser, tu continues quand même la danse? Non, je m'arrête pendant 2 ans et demi parce que c'est trop traumatisant et que là, le coup était tellement dur que je me dis bon bah ça y est, il faut passer à autre chose parce que là, je peux pas revivre ça une 3e fois, c'est pas possible. Impossible. Donc je remplis par d'autres choses, j'avais un copain à l'époque, je remplis le vide de la danse par d'autres sports. Je vais courir, je vais faire du vélo, ça m'anime pas, je m'éteins. Mais c'est mieux que vivre la souffrance qui me traverse à ce moment-là. En fait, tu te remets en mouvement. Ouais. Même si ça t'épanouit pas, ton corps, faut qu'il continue à bouger. C'est ça. Je me noie dans mes études à l'époque, dans mes sorties avec les copains et copines. Et je vois moins les gens avec qui j'étais au milieu de la danse. Donc je commence aussi à élargir un petit peu mon cercle d'amis. Pas pour sortir la tête de l'eau, parce que là j'ai besoin d'être plus que danseuse, vu que je ne suis plus danseuse. Et vu que je peux plus. Et le plus dur dans tout ça, c'est que je vois les gens évoluer. Et moi, j'ai l'impression d'être restée sur le quai. Et de pas avoir eu de chance. De me dire, il y a vraiment un pourquoi moi, après tous les sacrifices que j'ai faits, parce que de mener ma vie sociale et ma vie professionnelle en même temps, j'ai fait beaucoup moins de sorties que les jeunes pouvaient faire à l'époque, j'en ai fait, mais moins. J'ai pas eu de moment de détente. C'est-à-dire que le soir, je me donnais le droit de m'endormir que quand j'étais épuisée et que j'étais allée jusqu'au bout. Donc la partie me faire plaisir et m'accorder du doux, elle n'a jamais existé. Je me faisais plaisir en faisant de la danse, mais il n'y avait pas de récup, il n'y avait pas de repos. Et puis tu te faisais plaisir finalement avec un objectif, toujours avec cette vision d'objectif, de transcender, d'être toujours meilleur, de toujours... Ouais. Donc finalement, il n'y avait pas de plaisir pur. Non, pour le coup, c'était une surstimulation de mon système et dans le besoin de me prouver que je vais quand même y arriver et que je peux pas faire autre chose et que je suis pas bonne à autre chose qu'à ça. Parce qu'il faut savoir que en tant que grande sensible, je ne savais pas exprimer mes émotions, j'avais pas l'espace à l'époque pour ça. Et donc le seul moyen de traiter mes émotions, c'était de danser, de bouger, de faire du sport. Et c'était le seul moyen de me sentir exister, de me sentir belle. J'ai reçu mes premières moqueries sur mon corps à l'âge de 8 ans, et ça pareil, ça a été le gros trauma qui m'a suivi avec la danse, et ces deux-là ont cheminé jusqu'à ces jours-là pour se dire, lâche pas, forge-toi une carapace, tu les écoutes pas, tu vas leur montrer que tu peux être belle, tu peux être grande, tu peux être désirable, tu peux être talentueuse, et que tous ces gens-là qui n'ont pas cru en toi, ou qui t'ont insulté, leur perception va changer, parce que toi tu vas t'accrocher à ça.
Donc il y a une racine qui était vraiment connectée à l'amour de la danse, parce que j'aime profondément ça, et l'autre racine qui était de je vais leur prouver qu'ils ont tort. Ils vont tous fermer grand leur bouche, tellement c'était douloureux de recevoir ça. C'est relié à un traumatisme finalement. Ah oui. Vraiment, on sent que ce corps, tu l'as abîmé aussi parce qu'on l'a abîmé pour toi. Ouais. Et je l'ai abîmé avec le recul pour que on laisse personne d'autre l'abîmer. Et je pense que moi c'est ça qui m'a construit et qui m'a aussi cassé, c'est que l'armure que j'ai construite pour ne plus laisser sortir mes émotions parce qu'en fait c'était pas pris en compte, donc c'était douloureux, et pour ne plus qu'on m'atteigne, pour ne plus qu'on se permette de m'insulter ou de me critiquer parce que ça avait été hardcore quand ça m'est arrivé. Donc aujourd'hui, le fait d'être autant musclée, c'était un moyen pour moi de montrer que je suis forte et que j'encaisse et qu'il faut pas trop me chauffer. Alors qu'en vrai, je suis un bisounours. Hein. les gens qui me connaissent un peu savent que j'ai beaucoup de sensibilité et que j'ai aussi une part très fragile. Que l'humour, c'est un masque que j'utilise aussi facilement parce que ça me permet de pallier à toute cette sensibilité que j'ai. Et donc, pour ne plus avoir à revivre ça, je me suis construit une armure. Oui, jusqu'à ce qu'elle casse. C'est ça. Jusqu'à ce qu'elle casse et que finalement tu puisses accéder à ton vrai corps et à ta vraie tête, finalement aussi. Ouais. Et ça, c'est arrivé, donc je chemine, je me fais opérer une deuxième fois, j'arrête de danser pendant 2 ans et demi, j'ai un ami qui revient me voir et qui me dit Célia, c'est bon, t'es guérie. Je pense que j'avais besoin d'entendre ça aussi. Donc je m'y remets de manière progressive. À l'époque, j'étais plutôt autour du modern jazz, de la danse classique et du hip-hop, ce qui était assez traumatique quand même pour mes genoux. À ce moment-là, j'arrive à Séville en Erasmus et je me mets aux danses à 2. Et je me dis, ah bah nickel, ça sollicite moins mon genou, enfin de ce que je me racontais. En tout cas, j'avais moins d'expérience traumatique au niveau du sol. Et donc je me noie à nouveau dans mes extrêmes et dans les danses à 2. Et je m'y noie d'amour aussi parce que ça devient une vraie passion. Vraiment, j'ai un vrai coup de cœur pour les danses à 2. Là, pour le coup, le plaisir il prend revient. place. Le plaisir revient. Le vrai plaisir où tu retrouves quand même ce Un petit plaisir peu plus. avec objectif. Toujours avec objectif, mais le plaisir revient parce que là, il y a aussi du partage. C'est pas le même échange. T'es pas toute seule. Je suis pas toute seule. Je me sens portée parce que j'ai un partenaire, ou plusieurs partenaires sur la piste. Et il y a de l'interaction et c'est du freestyle, c'est de l'improvisation. Chose qu'avant, et c'était très anxiogène pour moi parce que c'était essentiellement de la chorégraphie. Donc tout était quand même cadré. Et le regard des autres, ça allait. Et puis bon, je faisais partie des meilleurs dans lesquels j'étais. Donc j'avais toujours, et ça franchement je leur remercie, parce que j'ai toujours des gens qui m'ont soutenu et suivi. Et heureusement qu'ils ont été là. Parce qu'on a besoin d'avoir du feedback. Et ça m'a quand même fait du bien. Mais les danses à 2, c'est un autre plaisir qui se crée. Et il y a quand même du ressenti. Moins de performance. C'est un peu plus doux, je pense, quand même pour mon corps. Ce qui est beaucoup moins doux, c'est qu'en fait, à l'époque, je suis à Séville. Je fais 90 heures de cours de danse par semaine. Comment c'est possible? 4 heures par jour. Non, par semaine, c'est pas possible, n'importe quoi. Par mois, pardon. Je fais 4 heures par jour, du lundi au vendredi, et je sors danser du mardi au dimanche. Si, ça peut. Hein. Mais ça peut. Oui, ça peut. Vu ton côté passionné, je pense que c'est forcément. Voilà, je ne fais pas faire les choses à moitié, donc du coup, j'y vais à fond. Et là, j'ai l'impression de revivre. Après ces 3 ans de off, je me remets dedans, je me dis, peut-être qu'il y a possibilité de devenir danseuse professionnelle, mais dans le milieu latino. Parce que milieu modern jazz hip-hop, pour moi, c'était les compagnies, les comédies musicales, les plateaux télé, et je vois bien que ça prend pas. Il faut faire des auditions. Les auditions, c'est traumatisant pour moi, parce qu'en fait, le fait d'être rejeté, je le vis hyper mal. La pression des auditions, je le vis super mal, et je mets des jours à m'en remettre. Donc je me dis, non, je suis pas prête à faire ça. Mais je vois un avenir dans les danses à 2, donc je me dis, c'est parti, let's go. Je me mets à porter des talons. J'en portais déjà beaucoup au lycée. Mais là, je mets des talons, et moi, c'est pas des talons de 5 cm, parce que je suis complexée des mollets. Donc je me dis, plus le talon est grand, moins mon mollet est gros. Donc je mets des talons de 10 cm. Les talons de 10 cm, ça met énormément de poids sur les orteils, sur les genoux. Et je pose jamais mon talon au sol. Donc le genou se dit, il fait chaud là-dedans. Entre-temps, j'ai une petite hernie discale qui se déclenche. Forcément, parce qu'avec les talons, la cambrure naturelle que j'ai déjà,
Et j'en arrive à un stade où je peux plus rester assise pendant plus de 10 minutes. C'est fou parce que ton corps, et en fait, il t'a parlé toute ta vie. Ah bah oui. Tu l'as jamais écouté. Non. Bah non. Parce que je me dis, il faut que je sois danseuse. Et on m'a dit, faut se faire mal pour réussir. Ouais. Donc en fait, moi, plus je me fais mal, dans ma tête, plus je réussis. Il faut souffrir pour être belle. Oui. On est à peu près dans le même niveau. Surenchère, donc moi, la douleur, et puis je me dis, je suis quand même sacrément forte parce que je l'encaisse la douleur. Je l'encaisse comme un homme. Et c'est ça que je me raconte. Mais oui. Parce que c'est d'être à l'égal des hommes pour qu'eux-mêmes n'aient rien à me dire. Et pour que je puisse attirer le regard des hommes. Donc, moi, je me dis, très bien, le genou. Entre-temps, bien sûr que j'ai des maux de ventre, hein, j'ai le ventre hyper gonflé, j'ai passé ma vie à rentrer mon ventre. L4, L5, ça commence à se voir en cacahuète. Puis ensuite, c'est au niveau des trapèzes, je me dis, ça remonte beaucoup. Ça ne s'arrêtera jamais, c'est-à-dire que je suis condamnée à vivre ma vie dans la douleur. Après ça, j'ai eu des engourdissements dans les avant-bras qui me réveillent de douleur le matin. Et je me dis, ok, ma vie, c'est d'encaisser la douleur tout le temps. Et en tant que danseur, on s'anesthésie à la douleur. Donc ça, tu le prends pour acquis. C'est normal, c'est ma vie, Ouais. ça sera comme ça. C'est ça. Et je me dis juste qu'il faut que je me renforce. Que je passe au-delà. Ouais. Que ça Tu se fasses joue dans encore ma plus de tête. sport. Oui. Et que ça va finir par passer. Sauf que la réalité, c'est que mon corps est dans une inflammation toxique de ouf. Et que moi, je le force. Je respecte pas mon propre consentement. Et donc, j'ai des phases où je dois m'arrêter complètement. Ce qui est hyper traumatisant pour mon système nerveux parce que je passe une quantité affolante de sport à rien du tout. Et je continue d'osciller dans ces extrêmes-là. Et il y a 2 ans, où j'avais l'impression que ça y est, c'était reparti. Parce que c'est toujours par vague. Hein. Après, il y a eu la vague du Covid, où j'étais, hop, reparti, bam, ça s'arrête. Je dis, c'est le moment-là où je me suis formée en tant que coach. Je me dis, bon, au cas où, et j'ai coaché. Mais la danse me rattrape. Parce que c'est plus fort que moi. J'aime trop ça. Il y a des choses à faire et j'ai plein de choses à développer. Et il y a 2 ans, je suis en prestation avec mon ex-partenaire Brice. On fait une presta de stage de danse. Et là, mon pied tape le sol et je sens que j'ai une douleur au genou qui n'est pas du tout la même douleur que j'avais d'habitude. Et il faut savoir que quand je sors en festival et que je donne stage en festival ou que je sors en soirée dansante, qui correspond à des soirées de boîte de nuit, parce qu'on fait du 22h, 4h du matin, moi je danse de 22h jusqu'à 4h du matin avec mes talons de 10 cm sans jamais m'arrêter parce que j'aime ça, je m'arrête quand mon genou est super gonflé et que je peux à peine poser le pied par terre. Quand ton corps n'en peut plus, il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout. Ouais. Le même processus de je peux dormir que quand j'arrive à épuisement. Et là c'est bon, je peux m'arrêter. Je suis contente. De toute façon, je peux pas faire plus. J'ai donné mon max. Sauf que ce qui se passe en attendant, c'est que plus le genou gonfle, plus ça accentue le phénomène inflammatoire à l'intérieur, plus ça accentue le phénomène d'arthrose. Moi, sur mes 2 opérations des croisés, donc on m'a refait les croisés sur le même genou, et à chaque fois on enlevait un bout de quartier, on enlevait un bout de ménisque, et le cartilage s'est abîmé. Il y a 2 ans, je ne peux plus marcher, je vais voir des chirurgiens, je fais des radios, et alors là, 3e coup de massue, je me suis dit, je pensais que je pouvais toucher le fond à ce point-là, quand même, où on me dit, votre genou, en fait, il a 20-30 ans de plus, et là, il faut arrêter la danse. J'en vois un 2e, un 3e, 3e, ils me disent tous la même chose. Et là, je suis même pas dans l'état de crise de la 2e fois, parce qu'en fait, je suis sidérée. À ce moment-là, je me dis, c'est pas possible. Et on me dit, si vous continuez la danse, mademoiselle Rosello, dans un an, c'est une prothèse. Prothèse, 33 ans. Puis alors moi, la prothèse, c'est derrière, je suis fou. C'est l'équivalent d'un fauteuil roulant. Maintenant, je sais qu'ils ont fait énormément de progrès, mais à ce moment-là, ça me coupe le souffle. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, ça repartait. Et à chaque fois, c'est pareil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour, bam, revenir en arrière avec un point de non-retour qui se rapproche de plus en plus. Et entre-temps, pour répondre à ta question, je me suis mise dans le développement personnel parce que j'arrivais à un stade où j'étais tellement malheureuse. Je me suis dit, là, si je veux m'en sortir, il faut que j'ouvre une autre porte. Parce que sinon, je vais crever. Clairement, je manquais de souffle, je manquais de vie. Et si j'ouvre pas ma conscience pour voir qu'est-ce que je fais, qui fait que je répète tout le temps les mêmes boucles, et qui fait que j'ai mal, je vais reproduire la même chose et
un moment donné, on arrivera vraiment à ce point de retour. Donc là, tu as une prise de conscience qui finalement va te permettre de changer et prendre un virage. La première prise de conscience, elle a été à 18 ans, où j'ai ouvert le développement personnel. Ensuite, je suis rentrée en formation de coach. Donc là, ça a été la machine à laver. À la base, je l'ai fait parce que je me suis dit, c'est une voie B si jamais je peux pas être danseuse. Et puis après, je me suis dit, ok, je vais déjà vivre le processus et puis après, on va voir ce qu'on en fait. Donc le coaching est arrivé petit à petit. Ça m'a quand même beaucoup aidé à réguler mes émotions, à savoir qui j'étais et à comprendre à quels endroits je forçais trop. Mais moi, je suis têtue. Et j'ai besoin de faire l'expérience du corps pour comprendre. Et ça, j'ai compris il n'y a pas très longtemps. J'ai compris que je mets beaucoup de temps à entendre mon corps et que le moment où je l'entends, c'est déjà presque trop tard. Il y a 2 ans, je retombe en dépression. En plus, je suis tombée sur une relation hyper toxique à ce moment-là. Je pense que les portes étaient grandes ouvertes. Il y a quelqu'un qui s'est engouffré là-dedans. Il s'est dit, terrain... Étant toi-même toxique avec toi. Exactement. Forcément. J'ai attiré ce truc-là. Parce que bon, tout ça, ça se co-crée. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a été toxique pour moi parce que j'ai pas su poser mes limites, parce que moi-même, je les connaissais pas. Parce que t'en étais pas capable. Et que j'en étais pas capable. Et donc derrière, c'est quelqu'un que je mettais sur un piédestal. Je l'ai laissé pénétrer à l'intérieur de moi et je me suis fait manger, je me suis fait écraser. Jusqu'à un moment hyper violent où là, par contre, il a fallu que moi je reprenne mes esprits, je reprenne possession de mon corps. Et là, ça a été le moment où j'ai sombré pour de bon. Sombré. Ce moment que je ne m'étais pas autorisé, même avant. Où là, je me suis dit, si je veux en ressortir vivante de ce moment-là, il va falloir vraiment que je parte en tombe et que je m'autorise à tomber. Parce que sinon, je vais continuer d'être un peu là, la tête de l'eau, tout en ayant peur de tomber. Et là, je me suis autorisée à tomber. Et clairement, je me suis enfermée chez moi. Je me suis fait remplacer sur mes cours. Parce que moralement, physiquement, j'étais incapable de les assurer. C'était trop dur de dire aux gens que j'étais pas capable et que j'y arrivais pas. Je leur ai dit, mais c'était trop dur d'assumer derrière et de faire face à mon incapacité. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis autorisée à me dire, à ce moment-là, si j'ai envie de mourir, j'ai le droit. Et c'est moi qui décide. Tu t'es écoutée, finalement. Ouais. Et j'en ai pas parlé à mes proches, parce que je pense que ça aurait été beaucoup trop anxiogène pour eux, ce que je peux comprendre complètement. Mais par contre, pour moi, j'avais besoin de vivre ce process-là et de me dire, si j'ai envie de mourir, j'ai le droit, c'est mon corps. Et si j'estime que là, j'arrive pas à endurer la peine et la douleur, et que j'ai envie de fuir, c'est ok. Parce que certains pourront juger ça comme c'est trop facile de partir, ouais, mais il y a des fois où on est dans un tel état de désespoir que je peux comprendre. Et en tout cas, moi j'avais besoin de passer par cette étape de c'est mon corps, j'ai le droit d'aller mal, et j'ai le droit de sombrer. Et je sais pas à quoi ça va ressembler, mais j'avais la conviction que si je faisais pas face à ça, je pourrais pas m'en sortir. J'ai besoin de reprendre contact avec toi dans ta globalité, finalement. Et contact avec le sol, parce que pour moi, se laisser tomber, se laisser sombrer, c'est remettre les pieds sur terre et faire face à la détresse intérieure et le chaos qu'il y a à l'intérieur et faire face à tout ce que j'ai pas écouté avant et tout ce qui retombe à un moment donné. Et là, j'ai vécu la dépression de toute la pression que je me suis mise pendant 20 ans où là, tout est retombé. T'as lâché. Et là, j'ai lâché. Ça a été difficile pour certaines personnes de mon entourage parce qu'ils n'ont pas compris à quel point je me suis fermée. Mais déjà, je me suis fermée aux hommes parce que ce que j'avais vécu, c'était... Je pouvais pas laisser rentrer un homme dans ma vie, mais même les amis, hein. C'était trop dur. De deux, je pouvais... Si je mettais des mots, ça m'invitait à sortir de mon corps. Et là, il fallait que je rentre à l'intérieur. Il fallait que ça descende. Il fallait que ce soit dans ma chair et que je ressente la douleur. Que j'avais pas voulu ressentir parce que je suis aussi très mentale. Et de trois, c'était tellement lourd qu'il y avait peu de gens autour de moi qui avaient la capacité d'accueillir ça sans me juger, sans vouloir me sauver et en étant juste à l'écoute. J'ai eu des amis qui ont joué ce rôle-là et je les en remercie parce que c'est le moment où j'ai commencé à demander de l'aide. Parce que là, je me suis dit, t'as voulu être forte. J'ai commencé à travailler sur mon soi fort à ce moment-là. T'as voulu être forte. Au final, là, tu te retrouves toute seule, célibataire. Parce que cette même année, bien évidemment... Bon, non, c'était l'année d'avant. Tout s'est cassé la gueule. C'est-à-dire que tout ce que
j'avais maintenu, tout ce qui allait bien et qui me créait une sécurité, tout s'est cassé la gueule. Je me suis séparée. Dans ma famille, il y a eu pas mal de conflits aussi, ce qui a créé un terrain beaucoup plus sain derrière. Mais bon, sur le moment, quand tout tremble et tout tombe, on se dit ok, j'ai pris 10 kilos. Donc bon, voilà. Moi, je me suis dit, je suis célibataire, j'ai plus de genoux, je vais devoir arrêter ma carrière de danseuse, je sais pas ce que je vais faire, parce qu'il n'y a rien qui m'anime autant que ça. Même prof de danse, c'est compliqué parce que je ne sais même pas à ce moment-là si je vais pouvoir redanser. Tout ce que je sais, c'est que j'ai plus de cartilage. Et la peur que j'ai, c'est si je continue de rebouger, c'est prothèse. 6 mois d'arrêt, une opération, on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Et là, ouais, je me suis dit, là, c'est le moment de demander de l'aide, parce que toute seule, tu t'en sortiras pas. Et c'est le meilleur moyen aussi pour arrêter cette boucle infernale de sois fort et débrouille-toi toute seule, parce que la réalité, c'est on ne grandit pas et on ne vit pas tout seul. On vit en communauté. Et le regard des autres, à ce moment-là, il a de l'importance. S'en détacher, bah pas tout le temps. Des fois, s'attacher au regard de l'autre, c'est accepter qu'on nous voit dans l'état le plus misérable possible. Et c'est d'accepter que cet état-là, c'est aussi une part de nous. Mais comme j'ai été un soi fort pendant des années, bah, y a plein de gens qui se sont dit, elle va s'en sortir. Et j'entendais que ça. Dans le moment où je pense que c'est la chose dont j'avais le moins besoin d'entendre, elle va s'en sortir. Tu vas y arriver. Oui. Et c'est tout à leur honneur, parce que c'est vrai, je savais que j'allais m'en sortir au fond. Mais c'était pas ça que tu avais besoin d'entendre. Ah bah non. Parce que dans tu vas t'en sortir, bah c'est genre, allez, arrête de pleurer. Ouais. C'est nier finalement ce qui se passe. Bah ouais. Et non. L'état de victime, pour moi, il est important à reconnaître, il est important à vivre. Le tout, c'est de pas y rester. Mais on a besoin d'y passer, notre ego, quand il a mal, il a mal. Et c'est pas à ce moment-là, de toute façon, on n'arrive pas à être rationnel à ce moment-là. Et c'est pas à ce moment-là qu'on se dit allez, c'est bon, t'inquiète. Non, là j'ai mal. Là j'ai mal. Et j'ai juste besoin d'admettre que là j'ai mal et que j'ai l'impression d'être la personne la plus triste au monde. C'est tout. Et je veux rien entendre. Donc j'ai demandé de l'aide. J'ai eu des vraies périodes sombres où il y a eu des moments où j'avais pas envie de me lever le matin. Et où ça m'aurait arrangé de pas me réveiller. Vraiment. J'ai accepté de me couper du monde aussi. À la rentrée d'après, j'ai pas repris de cours, j'ai rien repris. À ce moment-là, je suis aussi partie en Colombie. Je pense ce qui m'a fait beaucoup de bien. De changer d'air et de changer d'ancrage, parce que ici, le vent, ça me rappelait trop tout ce que j'avais construit, toute l'image que j'avais construite, tout ce que je n'étais plus. Finalement, tu avais commencé déjà. Ouais. Ce virage, il s'est fait là. Le voyage m'a sauvée. Vraiment, le voyage m'a sauvée parce que être au contact de la nature, en l'occurrence c'est en Amérique latine avec une langue que j'aime beaucoup qui est l'espagnol, ça m'a changé d'air. Et de prendre de la distance, bah, ça permet de prendre de la distance avec soi et de se dire ok, il y a d'autres belles choses qui existent aussi, il y a d'autres choses qui sont possibles, qu'est-ce que tu fais quand tu vas revenir? En revenant, comme j'avais plus de revenus, bah, j'ai lâché mon appartement, je suis revenue vivre chez mon père parce que ma priorité c'était de me remettre d'aplomb dans ma santé physique et mentale. Ça, c'était la priorité. Et de me donner le temps pour le faire. Chose que je m'étais jamais donnée. Parce que non seulement j'avais un soi fort, un bon fait fort dans les drivers, et j'avais un fait vite. Il fallait que tout aille vite. Parce que j'avais déjà l'impression d'avoir perdu du temps. De partir avec des boulets, d'avoir perdu du temps avec ces plus de 10 ans de galère de genoux derrière. Non, il fallait se dépêcher parce qu'en fait la carrière de danseuse professionnelle à 30 ans c'est fini, après il faut faire des enfants. Et moi j'avais un conjoint à l'époque qui voulait des enfants, moi je me racontais que j'en voulais aussi. En fait il fallait que je me dépêche de me réaliser parce qu'il y avait une date de péremption. Comme on peut mettre une date de péremption chez une femme. Et là moi je l'avais déjà pour une femme, parce qu'après il y a l'horloge biologique, plus la danseuse, tout ça, tout ce que je me suis raconté m'ont mis une pression de devoir me dépêcher de tout faire. Et là, je me suis dit, bon, je serai peut-être jamais maman. Je serai peut-être plus jamais danseuse professionnelle. Mais il va peut-être falloir que je comprenne une chose essentielle, c'est de m'aimer de l'intérieur. Parce qu'un corps, ça bouge. Un corps, ça évolue. Mon corps va vieillir. Il faut arrêter de vouloir avoir le corps d'une femme de 18 ans quand on en a 30. Et que les cicatrices, c'est beau, parce que c'est toute l'histoire
de ce qu'on a vécu. Et que moi, je suis aujourd'hui heureuse de mes cicatrices. Parce qu'elles me rappellent aussi tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai dépassé. Alors tu évoques ces prises de conscience, ce changement finalement de mentalité, je sais pas trop comment dire, ce que c'est ce changement de vision de toi-même. Vas-y, comment ça continue ça, comment tu continues à faire avancer par rapport à cette prise de conscience, par rapport à tout ça? La première prise de conscience, elle est dès la première entorse où je me dis je vais devoir mettre en place une hygiène de vie parce que je pars déjà avec une pathologie. Donc je commence déjà à prendre conscience de mon sommeil, mes sorties, mon alimentation. Et dès 14 ans, je commence à avoir une hygiène de vie et une discipline par rapport à ça. La deuxième prise de conscience, elle vient à ce moment-là où je me dis je ne suis pas qu'un corps. Je ne suis pas qu'un corps désirable, je ne suis pas qu'une machine de guerre. Parce que c'est comme ça que je me suis construite. Et donc je me dis, ok, tu as déjà fait un processus intérieur, un processus d'introspection sur qui tu es, quels sont les comportements automatiques que tu as en place, quels sont les circuits de réussite, les circuits d'échec. Voilà, quels sont les grands piliers sur lesquels tu t'es construit, qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qui est à faire évoluer. Mais je suis toujours dans ce milieu de la danse, et toujours dans ce besoin de performer, de me dépasser. Et tant que ça tient, je suis un peu dans l'introspection, mais il y a encore... je peux donc je fais. Et à ce moment-là, je peux plus, et je peux pas gérer mes émotions autrement qu'à travers du calme. La dernière chose qui tient, ne tient plus. Non, vraiment tout s'effondre. Et là, je me dis, là, tu vas pas avoir un choix que de te poser et d'apprendre à traiter l'émotion quand elle est là, sans compenser. Par le sport, par une décharge. Et là, je prends conscience de l'impermanence de mon corps. Vraiment. Je prends conscience du non-consentement que je fais vis-à-vis de moi et d'à quel point je le traumatise. Et à quel point, depuis des années, il me dit « j'en peux plus ». Parce que le fait qu'il n'y ait plus de cartilage, plus de ménisque, c'est qu'il n'y a plus d'amorti. C'est-à-dire que là, il a compensé, il a amorti, mais là, il peut plus. Il peut plus amortir. J'ai pas le choix que d'aller à la racine et d'aimer ce que j'ai à l'intérieur et de voir que Célia, c'est bien plus qu'une danseuse, c'est bien plus que de la danse. Tu prends le temps de réharmoniser ta tête, ton esprit et ton corps. Oui. Tu remets du lien. C'est ça, exactement. Et là, c'est dur. Tu l'as jamais fait. Ah ouais, non, c'est hyper dur. Et puis... c'est dur pour les autres aussi parce qu'ils savent pas quoi me dire. Comme ils m'ont toujours vu à travers la danse et ils ont toujours vu que je faisais que ça, ils n'ont pas non plus envisagé autre chose. Et là, je me dis, par quoi je commence? Qu'est-ce que je fais? Donc, d'aller chercher quelles sont mes compétences, mes savoir-être, mes savoir-faire, qui est difficile à trouver dans les savoir-être, en tout cas les valoriser. Parce que je sais que j'ai des savoir-être, j'ai une grande sensibilité, donc j'ai développé plein de compétences vis-à-vis de ça. Sauf que dans mes relations amoureuses, je suis sortie qu'avec des ingénieurs qui, eux, valorisent le savoir-faire. Et je trouve qu'on est aussi dans une société qui valorise les compétences à travers du diplôme, à travers ce que tu fais concrètement. Et dans mes relations, je me sentais pas, mais de mon prisme à moi, suffisamment reconnue et valorisée pour la qualité de vie, les savoir-être, le confort, le cocon que je pouvais apporter à la maison. Parce que derrière, moi j'avais pas l'impression de rapporter suffisamment d'argent. J'étais pas prête tout de suite à être maman, donc en fait j'avais l'impression qu'on m'attendait et que je répondais pas aux attentes. J'étais l'aînée, mais troubadour du spectacle, donc j'ai rassuré personne avec une vie que moi de l'extérieur je jugeais d'instable vis-à-vis de ce que me disaient les autres parce que la danse c'était pas un vrai métier. Et donc capacité à voir que le négatif finalement. Ah bah oui. Et de me dire ce que je fais c'est pas suffisant et je ne suis pas assez. Donc je dois redoubler d'efforts pour non seulement être épanouie et faire ce que j'aime, mais quand même montrer que je tiens debout et qu'on peut me faire confiance. Parce que je montre des trucs concrets. Mais dans l'art, dans les relations, dans le coaching, dans le lien, c'est abstrait. C'est difficile de quantifier un état d'être. Aujourd'hui, je le fais en coaching avec des marqueurs bien précis, mais
À l'époque, tout ça, je sais même pas l'expliquer, parce que c'est de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre du ressenti. Je sens bien que tout le monde me dit que je suis hyper solaire. Ah mais le soleil, ça paye pas. Dans ce qu'on se dit. Et oui. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc toutes les personnes qui me partagent mes qualités, c'est que des savoir-être. Et je dis ouais mais je vais pas en faire un métier de ça. Et si je peux pas faire de la danse, parce que moi c'était tout l'un tout l'autre, si je peux pas faire de la danse, je fais quoi? Et je me voyais pas faire que du coaching non plus. Donc l'introspection se poursuit et je commence à faire de la couture. J'organise à ce moment-là des séjours en Amérique latine, des retraites de femmes en Colombie, des séjours immersifs culturels en République dominicaine. Et je vois bien que j'aime bien organiser, mais moi ce qui me fait kiffer, c'est d'être avec les gens, d'organiser des rencontres, d'être dans le lien, dans l'échange, d'animer. Mais je peux pas non plus être tout le temps dans l'animation parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Je sais pas si t'as déjà fait de l'animation, mais ça demande de redoubler d'énergie et de porter les gens, chose que j'ai tout le temps fait jusqu'à présent. Moi, quand je donnais des cours, je faisais des cours avec les gens. Et les gens m'ont connu comme étant une pile électrique. Et c'est toujours le cas. Et je me dis, sachant que je suis à 25% de ce que je faisais avant, je devais être fatigante avant. Parce que vraiment, c'est là que je vois que mon énergie n'était pas bien dosée du tout. Et tout le travail de réharmonisation a été de comment j'apprends à diffuser mon énergie pour trouver un juste milieu entre le je et le nous. Parce que mon genou, c'est ça. En tout cas, dans la manière dont je l'interprète. C'est je donne beaucoup au collectif, mais je m'épuise à donner beaucoup. Et au fond, j'aimerais qu'on m'en donne autant. Mais comme j'ai un soif fort et que je veux surtout pas souffrir, moi je prends rien du tout. Donc je me vide. C'est plus facile. Ah oui, c'est plus facile. Et après je remplis, mais comment je remplis? Moi je sais remplir. Nourriture, sport, interaction sociale. Et à l'époque des festivals de danse, je voyais entre 200 et parfois 1000 personnes au week-end. Avec des pics d'intensité de malade. Je me dis, ma vie c'est ça, je me sens tellement à ma place. Et puis tu te shootes aussi, tu te shootes à toutes ces hormones qui Eh sont oui. là, parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps c'est ça, c'est toutes ces hormones, c'est de ce stress qui va développer de l'adrénaline, qui va le réconfort, l'ocytocine, et en fait tout ça c'est très addictif aussi. Ah, et clairement. tu t'es toujours shooté à ça, entre guillemets. Toujours à l'intensité. Forcément, Ouais. le fait qu'il n'y en ait pas, c'est très déstabilisant pour toi. Bah oui. Ou qu'il y en ait moins, parce qu'en vrai il y en a toujours. Oui, oui. Mais c'est pas assez. Il me faut toujours plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle des addictions. C'est que le toujours plus t'en demande toujours plus et ça ne s'arrête jamais. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie régule toujours. Donc quand il y a le haut, ben, il y a le bas qui va avec pour revenir au milieu. Et les bas qui vont avec, ils sont de plus en plus durs à vivre. Parce que quand je reviens de festival où j'ai dormi 8 heures dans le week-end, mon genou il est comme ça. Je dois donner cours le mardi, le lundi et le mardi matin. Mais des moments de détresse et de vide. Parce qu'il n'y a plus personne. Et que j'ai mal. J'ai mal au cœur, j'ai mal au genou. J'ai mal au cœur parce que je suis célibataire et que je me suis construite dans le couple depuis que j'ai 16 ans. Et que je ne vois ou je ne suis au contact d'aucun homme qui a envie de construire quelque chose avec moi. Et en même temps, je suis dans cette espèce d'entre-deux où mon cœur il est fermé. Et j'ai mal au corps. Parce que j'ai pas dormi, j'ai pas récupéré. Et j'ai forcé mon genou à faire un effort qui était plus capable d'encaisser. Mais c'est mon gagne-pain. C'est ce que j'aime. Et c'est C'est ça que je toujours fais. cette bascule finalement entre ce que tu aimes et comment tu le vis. Passionnément, certes, Ouais. mais trop. Parce qu'au final, tu l'aimes pas tant que ça, ton corps, à ce moment-là, pour lui demander autant. On est toujours dans cette dualité, dans cette difficulté à accepter ce corps qui ne va pas te donner tout ce que tu voudrais qu'il te donne, et en même temps, lui qui dit « j'en peux plus ». Ah oui. Mais oui. Et comme dans ma vision, c'est encore très polarisé, c'est soit tout, soit rien. Et à la fin de l'année 2024, il y a à peu près un peu plus d'un an, je me dis ok. Là, ce que j'ai compris, c'est que le corps, je sais que c'est une machine formidable. Et qu'il y a eu plein de miracles dans la vie, donc il n'y a pas de raison que moi j'ai pas de miracle et que j'en vive pas. Donc je commence déjà à me conditionner. Et je me dis, ton corps, c'est lui, il est fait pour bouger, il est fait pour danser. Et il est fait pour transmettre.
Donc aujourd'hui, comment tu fais pour faire ce que tu aimes, comme tu l'aimes, en respectant ton corps et en le faisant le plus longtemps possible? Parce que moi, je veux pas être à la retraite. Moi, j'espère travailler toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me nourrit. Moi, quand je m'arrête de travailler, ce qui a été le cas pendant 1 an et demi, quand je suis tombée en dépression, j'avais envie de mourir. Et parce qu'en fait, je ne contribuais plus. Je faisais plus circuler l'énergie de moi envers les autres. Et je me nourrissais plus non plus. Parce que j'aime les interactions, j'aime le lien. On est un être social. L'homme, la femme, par définition, on a besoin de ce contact. On a besoin de ça pour grandir, on a besoin de ça pour avancer. C'est ça. Et là, ça a été mon déclic. Je me suis dit, ok, en fait, tout ce que tu as vécu avant, à chaque fois, tu as essayé de mettre en place des piliers, comme des barrières, sur lesquels te construire pour essayer de continuer de faire ce que tu aimes. Parce qu'au fil des années, même si mon genou se dégradait, j'ai affiné un peu plus mon hygiène de vie, mes relations, je clarifiais mon esprit, mes perceptions. Et tout ce travail-là, il m'a permis quand même de m'accompagner en continuant de danser. Le fait est que mes entraînements étaient trop intenses. C'était trop, je voulais aller trop vite, trop fort. C'est ça qui m'a cassé. Donc je me suis dit, comment on fait maintenant pour mettre en place un rythme de vie qui est respectueux, durable, harmonieux et écologique. Tu parlais d'une hygiène de vie. Là, pour le coup, tu mets en place une vraie hygiène de vie qui te prend toi entièrement. Ouais, et à mon rythme. Et à ton rythme. Parce que je lâche le rêve d'être danseuse professionnelle que j'ai réalisé. Parce que j'ai aucun regret sur ce que j'ai vécu dans ma vie, quand même, ça a été les ouragans là, les plus durs que j'ai vécu. Mais j'ai vécu des moments. Moi, je souhaite à tout le monde de vivre ce que j'ai vécu. J'ai vraiment vécu des moments formidables qui m'ont rempli le cœur. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai ouvert des portes. J'ai fait tout ce que j'avais envie de vivre. J'ai fait des plateaux télé, j'ai organisé des festivals, j'ai voyagé à l'étranger pour faire ce que j'aime. J'ai participé à des battles, j'ai été dans des compagnies, j'ai fait des clips. Franchement, j'ai pas fait de comédie musicale. J'ai fait de tournées avec artistes aussi. Mais finalement, c'est ça, c'est qu'à force de toujours vouloir voir plus fort, plus loin, tu voyais même pas tout ce que tu avais déjà fait. Ben non. C'est ça aussi, c'est le fait de s'arrêter, c'est aussi se retourner et se dire putain, j'ai fait tout ça en fait, et j'en avais pas conscience. Et tout ça en 20 ans. Oui. Toute seule, sans formation, avec une famille qui m'a quand même hyper soutenue. Par contre, à partir du moment où j'ai décidé, mes parents et mes sœurs ont été là à 3000%. Et des piliers du tonnerre. Mais non, quand je regarde, souvent j'ouvre mon disque dur et je regarde toutes les photos, les vidéos, parce que j'en prenais beaucoup, et je leur remercie. Et d'avoir écrit aussi, journalisé, et je me dis, putain, Célia, quand même, t'as eu une sacrée vie. Et là, je me suis dit, tu l'as eu, ta vie de danseuse, Célia. Et aujourd'hui, on voit plein de corps monter sur scène de n'importe quel âge. Donc je me suis dit, déjà, t'as eu ta vie de danseuse et t'as fait ce que tu voulais faire, tu l'as concrétisé, ça. Si t'as envie de remonter sur scène, tu vas pouvoir remonter sur scène toute ta vie. C'est pas un problème. Par contre, c'est maintenant que tu as atteint ton vie de danseuse, ton rêve de danseuse, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le truc encore plus grand pour lequel tu vis, pour lequel tu contribues? Et là, quand je me suis dit, moi, mon kiff, c'est que les gens puissent retrouver du jeu, du plaisir. Parce que c'est ce que j'ai manqué. C'est ce que je me suis pas autorisé. Mes parents sont des gros bosseurs. Et on est une famille de gros bosseurs. Vraiment des travailleurs alcooliques. L'addiction. Ah ouais, clairement. S'il y a une qualité qu'on peut pas m'enlever, c'est que je suis une bosseuse. Par contre, elle est poussée à son extrême, c'est qu'il y a des fois, il faut savoir s'arrêter. Et donc, voilà, c'est comment je travaille de manière beaucoup plus harmonieuse à faire ce que j'aime. Et moi, ce que j'aime, c'est d'apporter du jeu, du plaisir et du temps de kiff, du temps de décomplexion. Oui, sans complexe. On le comprend. On l'invente. C'est ça. Voilà, je me suis dit, moi, ce qui m'a manqué, c'est des temps moelleux. Le confort. Eh ouais, c'est des temps de confort. Et aujourd'hui, comment j'accompagne les gens à se réaliser dans leurs ambitions pro, perso, mais en y mettant du confort. Parce qu'en y mettant du confort, on continue d'alimenter les soupapes, entre deux, les amortis, et on continue quand même de performer. C'est comment performer en étant soi et en respectant son corps et son rythme. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour moi, la concurrence, elle n'existe pas. Il y a de la place pour tout le monde. On a juste besoin de savoir qui est chacun et comment faire en sorte de déployer son potentiel et son talent. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit,
C'est pour ça que je danse, parce que derrière la danse, c'est la musique, c'est le lien, c'est les rencontres, c'est tout ce que la danse m'a permis de faire, qui m'ont permis de comprendre que moi, mon souhait le plus profond, c'est d'accompagner les gens à se réaliser dans le mouvement. T'as remis du jeu dans le nous. Ah oui, j'ai remis du jeu, j'ai eu dans le nous. Mais du coup, c'est pas nous et je, c'est toujours ça. Ben oui. Comment je jongle entre les deux. Et des fois c'est plus, des fois c'est moins. Comment je traverse la vie en ayant des moments un peu plus intenses qui sont ok, on a besoin de ce stress-là, mais pas trop longtemps. Et surtout, de me donner le temps et la sensibilité. Pas la vulnérabilité, mais comment je me donne le temps, la sensibilité et l'agilité de me réaliser. Partout là où il a fallu que j'aille fort, vite et intensément, je l'ai fait trop longtemps, ok, ça j'ai compris. Je l'ai compris à travers le corps, et c'est le plus beau cadeau que mon genou m'ait fait, de comprendre qu'on a le temps de se réaliser. Il n'y a rien qui urge. Les autres, la société nous fait croire que oui, non. Il n'y a rien qui urge. Et une fois qu'on s'arrête, qu'on a de la reconnaissance sur tout ce qu'on a vécu, et qu'on voit tout ce qu'il y a à vivre et à réaliser, et ce pourquoi on est là, tu ralentis et tu profites. Bah ouais. Et après, c'est plus doux. Les relations, elles sont plus douces. La relation avec soi est plus douce. On rit. Moi, c'est hyper important. Le jeu, le rire, la légèreté. Ça met de la détente quand même. Et encore plus dans les moments où c'est difficile. Pour moi, le rire et le mouvement, c'est une thérapie. Et c'est indispensable. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir si on rigole pas un bon coup et si on ne bouge pas dans son corps pour digérer les émotions, pour faire de nouvelles expériences, pour s'ouvrir aux autres, et si on ne bouge pas dans sa tête en termes de perception. Parce que ce qui a été game changer pour moi, c'est grâce à tout le suivi de coaching que j'ai fait, et psy, c'est de me mettre à différents endroits et de me regarder et de me dire, quand même. Comme quand je regarde les photos de moi où j'étais complexée, je me dis, là j'en ai 10 de plus, kilos, je me dis, bon quand même Célia, à cette époque-là, tu te trouvais trop grosse, t'en avais 20 de moins, vraiment? Et toute ta vie, tu vas continuer à te regarder comme ça en te disant, je suis toujours trop grosse, ou je suis pas assez ci, ou pas assez ça. Et là, j'arrive à un moment où je me dis, mais ça suffit. Ça suffit d'être là-dedans. C'est pas possible, c'est pas une vie. T'as pris du recul, t'as changé d'angle de vue. Ouais. C'est ça aussi, ça c'est important, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais on ne voit une scène qu'à travers ses propres yeux, à travers ses propres filtres, et des fois c'est intéressant de changer les filtres, de changer de place, et de se rendre compte de tout ce qu'on a fait, de toute l'évolution, et de se dire, oui, parce que je trouvais moins bien finalement, avec le recul, bon, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était plutôt pas mal. Et qu'est-ce qui fait que je peux changer les choses aujourd'hui, c'est, bon, déjà de voir tout ce que j'ai perçu comme étant manquant dans ma vie, en quoi c'était le plus beau de mes cadeaux. Et c'est ce qui m'a aidé à dépasser le challenge de mon genou. C'est que si j'avais pas eu tout ça, si je m'étais pas fait cette entorse la veille du conservatoire, peut-être que j'aurais réussi l'audition au conservatoire. Je serais rentrée dans un cadre très institutionnel, moderne jazz, classique, contempo. J'aurais fini je me serais embourbée dans encore plus de complexes de corps. J'aurais augmenté mes troubles du comportement alimentaire, j'aurais peut-être fini anorexique, boulimique, je me serais éteinte et brisée. Alors que là, comme j'avais pas le corps institutionnel, je suis allée chercher dans des endroits où on s'en fichait entre guillemets du corps. Tous les physiques étaient ok. Donc je suis allée dans le milieu latino, je suis rentrée dans une compagnie de salsa hip-hop, j'ai fait du hip-hop, et je me suis dit, en fait, on peut être qui on veut, on peut faire ce qu'on veut, et même en fait c'est cool d'avoir des cuisses, c'est cool d'avoir des fesses, c'est cool d'avoir des mollets, et de toute façon ils sont comme ça pourra pas bouger. C'est cool d'avoir une différence. Si j'étais rentrée dans un circuit plus institutionnel, j'aurais jamais pris en compte ma différence. Et je pense que je serais tombée d'encore plus haut. Aujourd'hui, tu es consciente que ta différence, c'est ta force finalement. Et c'est ce qui m'a sauvée. Et je crois vraiment que, heureusement que je me suis fait cette entorse avant cette audition. Parce que dès ce moment-là, j'ai été obligée de prendre en compte ma différence, mes pathologies, mes besoins, mon rythme. Et petit à petit, je l'ai affiné. Mais les coups de la vie m'ont obligée à me regarder. Et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Vraiment, parce que si j'avais pas eu ça, j'aurais pas construit tout ce que j'ai construit. J'aurais pas accompagné autant de personnes, j'aurais pas vécu
tous ces moments merveilleux parce que je serais restée follow de ma vie. Alors que là, dès 14 ans, la claque que j'ai prise, je me suis dit, déjà que j'étais aînée et qu'on m'a demandé de me prendre en main, bon alors là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Si je veux m'en sortir, j'ai pas le choix de me prendre en main. Ça a été dur, ça n'a pas été le chemin le plus facile, mais je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. En tout cas, j'ai choisi de le voir comme ça, et c'est ce qui m'aide aujourd'hui à m'accrocher, de me dire, il y aura toujours des moments difficiles, je les ai dépassés, et aujourd'hui, ça m'amène à faire ce que j'aime le plus. Ça m'a amené à me poser des questions sur moi, mes blessures. Et on ne croit que sous la contrainte. Donc si j'avais pas eu ça... Aujourd'hui, j'ai un peu plus de finesse d'écoute quand même. J'attends pas d'avoir détruit le mur et de m'être détruite pour capter certaines choses. Mais bon, je sais que mon process, il est là-dedans. Je sais que j'ai besoin de me prendre des murs, ce que certains pourront considérer comme des échecs, mais je sais que ça fait partie du jeu et que j'ai besoin d'avoir ce ressenti douloureux dans mon corps pour comprendre qu'il y a un truc à faire changer et que cette énergie-là, mon rôle, c'est de la transformer en une énergie de création pour me réaliser. Mais ça fonctionne que si j'ai de la reconnaissance sur ce que j'ai fait avant. Et dernière chose, d'écouter les autres. Et de recevoir les compliments quand on me les donne. Et de me dire peut-être que c'est vrai. Parce que pour qu'un train soit fort, quand on me fait un compliment, c'est déjà dire merci. Ouais. Puis j'enlèverais même le peut-être. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si on c'est vrai, dit, puisqu'on... c'est que c'est pensé. Voilà, la personne, elle le pense. Si je lui dis non, je rejette son amour. En tout cas, c'est la façon dont je le vois. Donc moi, vu que j'aime pas être rejetée, déjà, je vais faire confiance à l'autre quand il ou elle me fait un compliment ou me dit quelque chose qu'il apprécie. Pour lui, c'est vrai. Ou pour elle, c'est vrai. Peut-être que moi, je pourrais y croire aussi. Qu'est-ce que ça change si j'y crois ? Ça me donne envie d'y aller, ça me permet d'oser. Du coup, je peux le faire, je me sens capable. Et si je le fais, je me sens encore plus capable. Et je vois bien que ça me plaît, ou pas. Et ça me laisse en mouvement. L'interaction sociale, le lien, maintient le mouvement, maintient la vie à l'intérieur. Parce que on n'est pas tout seul. Et alors, sur ce beau parcours inspirant, qui es-tu aujourd'hui et comment tu te sens ? Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une femme adulte à l'aube de mes 35 ans. Il n'est jamais trop tard. J'ai l'impression d'avoir grandi. J'ai l'impression d'avoir plus de maîtrise sur mes limites, sur qui je suis. J'ai pas l'impression. J'ai plus de limites et de maîtrise sur qui je suis, et ce que je fais et pourquoi je le fais. Aujourd'hui, je sais que ma passion, ce qui m'anime le plus, c'est de transmettre et d'accompagner les gens à devenir plus agiles, de se créer leur propre sécurité et d'être interdépendants. Parce que la dépendance, on peut la choisir et c'est ok. Je mets un ancrage, mais à n'importe quel moment, je peux choisir d'enlever, c'est ma responsabilité. Aujourd'hui, j'utilise la danse, le yoga, le développement sensorimoteur et le coaching pour aider les gens en fonction de ce pourquoi on vient me voir. J'aime avoir une palette d'outils qui est variée parce que l'être humain est complexe et qu'en fonction de qui j'ai en face, j'ai envie de me donner les moyens de pouvoir l'accompagner. Le choix que je donne à mes accompagnés, j'ai envie de l'avoir moi. Parce que quelqu'un qui a plus de choix est quelqu'un qui a plus de chances de vieillir en bonne santé. Longtemps. Quelqu'un qui n'a pas de choix est limité et petit à petit va se refermer. Et quelque chose qui se referme est quelque chose qui meurt à petit feu. Donc là, tu leur redonnes l'opportunité de pouvoir ouvrir leur choix, Ouais. de pouvoir choisir aussi, parce que des fois, on n'en a pas conscience. Complètement. J'ouvre les possibilités, le champ des possibles dans la vision. Je mets en lumière. Mais t'avais pas vu ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est hyper important pour moi. Et il y avait un autre truc qui me venait, ça va me revenir plus tard. Mais j'œuvre à un vivre ensemble durable, collaboratif et harmonieux, en impactant local, pour avoir derrière un effet papillon de si j'arrive à semer des graines chez cette personne-là et qu'elle les sème en autonomie, elle va inspirer d'autres petites graines et ça va finir par pousser. Tu transmets. Ouais, je transmets à la hauteur que je peux et en ayant confiance dans les personnes que j'accompagne. Et donc tout ce que je sème à travers les réseaux sociaux ou dans l'accompagnement, j'ai foi là-dedans. Je sais que c'est plein de graines qui vont semer et si ça fait sens pour ces gens-là, je sais qu'ils vont les ressemer d'une manière ou d'une autre.
Et c'est ma façon à moi de rendre le monde vivant. Parce qu'on en a besoin. Et je me suis relevée parce que j'aime la vie. C'est pour ça que moi j'ai pas mis fin à mes jours, parce que j'aime la vie. J'aime la vie et j'ai vécu des trucs trop beaux. Vraiment, il y a des trucs trop bien dans la vie, ne serait-ce que manger du chocolat dans le zouk. Mais tu t'es rapproché finalement ouais. à ce que représente la vie pour toi et tu transmets ce petit soleil que tu disais tout à l'heure. Finalement, tu montres la voie. Je montre la voie. Tu montres ce soleil. C'est ça. Tu montres qu'il est là. Ouais. Et quand tu fais quelque chose, quand tu fais ce que t'aimes et que tu te sens à ta place, ça vaut tout l'or du monde. Et tu vois, c'est le moment où tu te couches le soir. Moi, je me dis ça, je me dis, si demain la vie s'arrêtait, et j'ai pas envie qu'elle s'arrête, mais franchement, j'ai tout donné. Mais dans la façon écologique, tu vois, c'est le bouche bée, mais de pleine satisfaction de, dans la vie quand même, c'est chouette. Un sentiment de plénitude finalement. Ah ouais. Et je me dis, quand on vit des choses comme ça, oui, il y a des moments difficiles, mais en fait, de se raccrocher à ces moments de plénitude que tu vis. Et moi, ça m'arrive quand je donne cours, quand je vois chez mes élèves qu'il y a des améliorations, et pour eux, c'est rien, mais pour moi, c'est énorme. Je me dis, mais tu te rends compte, t'arrives à dissocier le haut du bas, t'arrives à faire ça avant, t'y arrivais pas. De voir, qu'ils puissent se rendre compte que c'est possible, qu'il y a du changement, et qu'ils puissent se rendre compte de l'infime subtilité de chaque changement, et que c'est eux qui sont moteurs de ça. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Et je me dis, la vie, elle vaut d'être vécue ne serait-ce qu'un jour de plus pour se dire, j'ai encore un jour de plus pour aller au-delà de ce que je sais, de ce que je crois de moi, et de me voir bien plus grand que ce que je suis. Et pour rien au monde, je lâcherai l'affaire. Et quand bien même j'ai des moments de profonde détresse, après je me dis, la personne n'est pas encore née pour que je sois à terre. Et puis la vie, c'est ça. Ah ouais. On se rechier sur une vie plate. Bah oui, D'accord. c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'il y a Mais la nuance. C'est la nuance. Oui. Et il y a toujours, quand on vient de challenge, il y a toujours la même dose de soutien, quasiment de manière simultanée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à voir. De voir que la vie ne joue pas contre moi. La vie, elle joue toujours avec moi, dans mon épanouissement. Par contre, c'est à moi de m'éduquer sur qu'est-ce que je choisis de voir. Et quand tu regardes où est-ce qu'elle te challenge, mais où est-ce qu'elle te soutient, tu te dis, bah oui, en fait, elle est en train de me challenger sur un truc que je veux plus. Lâche et va vers autre chose. Et cette nuance-là, elle est belle. Elle est belle parce que on aime le relief, on aime les courbes, on aime les formes, on aime quand il y a du goût, quand il y a du gras, et quand des fois c'est un peu plus dur. On s'ennuie pas. C'est créatif. Donc ouais, pour rien au monde, je reviendrai sur tout ce que j'ai vécu, même les moments les plus difficiles. Et pour rien au monde, je m'arrêterai de transmettre et d'ouvrir des espaces de jeux, des espaces récréatifs où les gens ils bougent. C'est tout. Moi, la seule expérience à faire, c'est on bouge, on se rencontre. Voilà, et on voit ce qui se passe. La beauté de la vie. Ouais, vraiment. Merci Célia. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Merci Louise.